Ce que vous voyez dans le configurateur de la Peugeot 308 ou du Berlingo ce matin n'est pas censé exister. Officiellement, ces voitures devaient être les pionnières d'un monde sans pétrole. Mais dans les bureaux feutrés de Stellantis, le ton a changé. Dans un silence presque suspect, le géant vient de faire marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'en février 2026, le mur de la réalité a frappé. 22 milliards d'euros de pertes. C'est le prix du tout électrique forcé. Mais le plus fou, ce n'est pas ce retour du diesel. C'est le secret qu'ils essaient de vous cacher derrière ce revirement. Ils ne ressortent pas les vieux moteurs du placard. Ils abandonnent la technologie française, jugée trop fragile, pour aller chercher le secours des ingénieurs italiens. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de voitures. On va disséquer l'histoire d'un suicide industriel évité de justesse par le retour du carburant que tout le monde voulait enterrer. Pour comprendre la panique qui règne au sommet de la tour Stellantis, il suffit de regarder la liste. Et cette liste, elle est une insulte à tous les discours qu'on vous sert depuis 3 ans. Peugeot 308, DS4, Opel Astra, des modèles qu'on vous vendait comme les porte-étendards d'un futur propre et silencieux. Mais allez sur leur site ce matin, regardez bien. Entre 2 bannières sur la recharge rapide, le mot diesel est réapparu. Comme une tache d'huile sur un tapis neuf. Mais là où ça devient une véritable déroute, c'est sur le segment des utilitaires. Berlingo, Rifter, Space Tourer. En 2022, Carlos Tavares avait tranché. Ces modèles seraient 100% électriques. Point final. Le résultat ? Les ventes se sont effondrées. Et la réalité économique a fini par briser l'idéologie. Aujourd'hui, ils réintroduisent les blocs Blue HDI en urgence, en essayant de nous faire croire que c'est pour répondre aux besoins des familles. En réalité, l'agence Reuters l'a confirmé. Ce n'est pas un test local, c'est une contre-offensive européenne coordonnée dans le plus grand secret. On ne vous a pas prévenu par conférence de presse, parce qu'on ne fait pas un retour en arrière, on le cache. Et c'est ici que le mystère s'épaissit. Parce que si Stellantis ressort le diesel, ce n'est pas par nostalgie. C'est parce qu'ils ont compris que leur moteur électrique ne pouvait pas éponger un trou de 22 milliards d'euros. Et surtout, parce que le moteur diesel qu'ils s'apprêtent à vous vendre n'est peut-être plus celui que vous croyez. Maintenant, arrêtez tout. Si vous pensez que Stellantis fait simplement marche arrière, vous n'avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai scandale est bien plus cynique. Regardez la manœuvre. Sur la 308 ou le Berlingo, le groupe a réintroduit le diesel en catimini après l'avoir banni. Mais saviez-vous que sur le DS7 ou l'Alfa Romeo Tonale, le diesel n'a jamais quitté le catalogue ? C'est ici que le masque tombe. Pendant que Carlos Tavares martelait ses discours sur la révolution électrique pour les masses, Stellantis maintenait sans bruit ses moteurs thermiques sur ses modèles les plus rentables. Il savait parfaitement qu'un DS7 sans diesel est un véhicule invendable. Vous voyez le piège ? On a imposé le tout batterie aux familles et aux artisans, tout en protégeant les marges du luxe avec le carburant qu'on nous demandait de détester. Ce n'est pas un revirement, c'est une reddition sans condition. Stellantis n'avance plus par stratégie, mais par nécessité de survie. Et ce qu'ils s'apprêtent à faire pour 2026 va encore plus loin. Ils ne vont pas juste prolonger le diesel. Ils vont le transformer pour qu'il devienne leur ultime bouée de sauvetage face au naufrage des 22 milliards. Alors posons la vraie question. Comment un groupe qui pesait près de 200 milliards d'euros en bourse, qui vendait 6 millions de voitures par an, qui avait à sa tête l'homme le plus adulé de l'industrie automobile européenne, a-t-il pu se planter à ce point ? La réponse tient en une date, le 6 février 2026. Ce jour-là, Stellantis convoque ses investisseurs et lâche la bombe. 22 milliards d'euros de pertes. Une dépréciation colossale, la plus grande perte liée à l'électrique de toute l'histoire de l'industrie automobile mondiale. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est plus que la valeur totale de Renault en bourse. C'est le budget annuel de l'éducation nationale française sacrifié d'un trait de plume. Et Antonio Filosa, le nouveau PDG arrivé quelques mois plus tôt, fait ce que son prédécesseur n'avait jamais osé faire. Il dit la vérité. Il admet, devant les analystes, que le groupe a surestimé le rythme de la transition énergétique. Dans la foulée, le groupe enterre officiellement la stratégie d'Air Forward 2030, celle-là même qui promettait 100% de ventes électriques en Europe à la fin de la décennie. 5 ans de communication, de plans industriels, de milliards investis, de promesses politiques, balayées en une matinée. Et le plus glaçant dans cette annonce, ce n'est pas le montant,
c'est ce qu'il révèle. 22 milliards, ce n'est pas une erreur comptable. Ce n'est pas un accident de parcours. C'est le prix qu'a coûté l'obstination à vendre aux gens une révolution qu'ils ne voulaient pas. Mais ce qui rend l'affaire encore plus gênante pour Stellantis, c'est que pendant que le groupe admettait enfin son erreur dans les bureaux d'Auburn Hills, dans les concessions, il continuait à dérouler une campagne commerciale absolument invraisemblable. Une campagne qui, à elle seule, résume toute la contradiction du géant automobile. Cette campagne, elle porte un nom, Pro One Price Parity, et elle va vous faire comprendre le niveau de schizophrénie qui règne aujourd'hui chez Stellantis. Le principe est simple. Jusqu'en juin 2026, si vous êtes artisan, si vous êtes livreur, si vous êtes entrepreneur et que vous entrez dans une concession Peugeot, Citroën, Opel ou Fiat pour acheter un utilitaire, on va vous proposer un marché imbattable. Le fourgon 100% électrique au prix exact du diesel. Même véhicule, même équipement, pas 1 euro de différence. Sur le papier, c'est le deal du siècle. Dans la réalité, c'est un aveu de panique. Parce que regardez bien ce qui se joue. Au même moment, dans les mêmes concessions, sur le même rayon, Stellantis réintroduit les versions diesel du Berlingo, du Rifter, du Combo, du Jumpy. Donc, le groupe vend, côte à côte, le véhicule qu'il est censé vouloir enterrer et celui qu'il est censé vouloir imposer. Et pour écouler l'électrique qu'il a lui-même surproduit, il est obligé de le brader au prix de ce qu'il prétendait remplacer. Vous saisissez l'absurdité ? Stellantis baisse le prix de l'électrique non pas parce qu'il est devenu moins cher à fabriquer, mais parce que personne n'en veut au prix réel. Et pendant qu'il casse les prix d'un côté, il remet en vente de l'autre côté la technologie qu'il avait juré d'éliminer. C'est comme si un restaurant offrait ses plats bio à perte pour liquider le stock, tout en ressortant discrètement la carte des plats classiques parce que la clientèle refusait de suivre. Et c'est Éric Laforge, le vice-président mondial de Stellantis Pro One, qui a orchestré cette campagne. Officiellement pour éliminer les freins à l'adoption de l'électrique, en réalité pour éviter que des milliers de fourgons invendus ne pourrissent sur les parkings des usines européennes. Le résultat est brutal. Même au prix du diesel, même avec la prime, même avec le discours officiel, les artisans continuent à choisir majoritairement le diesel. Parce qu'un plombier qui enchaîne 12 interventions par jour dans une zone rurale ne peut pas se permettre de chercher une borne de recharge entre 2 chantiers. Parce qu'un livreur qui charge 800 kg de marchandises veut garder son autonomie complète. Parce que la réalité du terrain n'a jamais correspondu au PowerPoint des bureaux parisiens. Et c'est exactement là que le problème devient beaucoup plus grand que Stellantis. Parce qu'au fond, ce que Stellantis vient de découvrir à ses dépens, des millions de Français l'avaient compris depuis longtemps. Que l'électrique, pour certains usages, c'est fantastique. Pour d'autres, c'est une impasse. Qu'il y a une différence abyssale entre un cadre parisien qui fait 15 km par jour et recharge la nuit dans son parking privé et un père de famille qui enchaîne 2 fois par semaine un Toulouse-Paris avec 3 gosses et un coffre plein. Que ce n'est pas la même voiture, ce n'est pas le même besoin, ce n'est pas la même vie. Et pendant des années, on a expliqué à ces gens-là qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire, que leur diesel était sale, que leur mode de vie était dépassé, que le progrès allait leur passer dessus, qu'ils le veuillent ou non. Sauf que le progrès, il s'est pris un mur. Aujourd'hui, en Europe centrale et orientale, le diesel représente encore près de 30% des immatriculations neuves. En Allemagne, les flottes d'entreprises continuent à plébisciter le thermique pour une raison simple. Ça marche. En France, les gros rouleurs, les familles nombreuses, les commerciaux qui avalent 50 000 km par an n'ont jamais cessé de demander du diesel. Ils ont juste appris à le chuchoter, parce que le dire trop fort attirait les regards des approbateurs. Et c'est peut-être ça, le vrai basculement de 2026. Ce n'est pas que le diesel soit redevenu à la mode, c'est qu'on a enfin le droit d'en parler. Ce que Stellantis est en train d'admettre, entre les lignes, c'est que le marché automobile européen n'est pas un bloc homogène qu'on peut faire basculer par décret. C'est une mosaïque. Une mosaïque d'usage, de géographie, de revenus, de réalité. Un berlingot pour un artisan de la Creuse et une Tesla pour un cadre de Lyon ne posent pas le même problème et n'appellent pas la même solution. On a voulu l'oublier. Le marché se charge de nous le rappeler. Et c'est là que Stellantis prépare un coup beaucoup plus malin que le simple retour d'anciens moteurs. Parce que le diesel qu'il s'apprête à remettre sur les routes ne sera pas celui de votre père. Parce que si vous croyez que Stellantis va se contenter de ressortir de vieux moteurs des cartons, vous allez tomber de votre chaise.
Dans les usines italiennes de Prato la Serra, loin des projecteurs, les ingénieurs du groupe travaillent depuis des mois sur un bloc entièrement nouveau. Un diesel 1,6 litres dérivé de l'architecture italienne multijet, conforme à la norme Euro 7 et surtout hybridé. Parce que c'est là que l'histoire devient fascinante. Ce moteur ne tourne pas seul. Il est couplé à une boîte de vitesse nouvelle génération, baptisée EDCT6, qui intègre un moteur électrique de 21 kW alimenté par une petite batterie 48 volts. Concrètement, ça veut dire que votre futur 308 ou votre futur DS7 diesel pourra rouler à basse vitesse sans consommer une goutte de carburant. Il pourra récupérer de l'énergie au freinage. Il pourra redémarrer les accélérations en silence, comme une électrique. Et pendant ce temps, à Paris, le 1,5 Blue HDI français, celui qui équipait la moitié des Peugeot et Citroën depuis 10 ans, part à la retraite. Abandonné, enterré. Non pas parce qu'il ne fonctionnait plus, mais parce que Stellantis a préféré miser sur l'ingénierie italienne. Vous mesurez ce qui se joue? Le groupe ne prépare pas un retour en arrière, il prépare une relève. Une nouvelle génération de moteurs thermiques, compatibles avec les biocarburants HVO qui permettent de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90%, calibrés pour durer jusqu'en 2030 et probablement au-delà. Conçu pour continuer à vendre du diesel à une époque où plus personne n'était censé en acheter. Et le pire, pour les bureaux d'études français, c'est que la production de ce nouveau moteur ne se fera pas chez eux. Elle se fera à Prato la Serra, dans la région de Campanie, à 9000 km des lignes de trémerie qui faisaient la fierté de l'ingénierie PSA depuis 20 ans. Ce n'est plus un simple choix technique, c'est un basculement industriel. Et ce que personne n'a encore osé dire à voix haute, c'est que ce basculement n'est peut-être que le premier domino d'une réorganisation beaucoup plus profonde du groupe. Parce qu'à partir d'ici, on entre dans un territoire que Stellantis n'a pas encore officialisé, mais où tous les signaux pointent dans la même direction. Plusieurs sources industrielles spécialisées évoquent l'arrivée, courant 2026, du tout premier modèle équipé de ce nouveau diesel hybride. Et les candidats pressentis ont de quoi surprendre. La future Lancia Gamma, ce modèle fantôme que le groupe essaie de ressusciter depuis des années. Et la prochaine génération du DS7. 2 véhicules haut de gamme, 2 vitrines stratégiques. 2 voitures qui, si elles arrivent avec ce bloc 1,6 litres hybride sous le capot, signeront publiquement la consécration du retour en grâce du diesel. Officiellement, Stellantis ne confirme rien. Le groupe préfère laisser planer le doute jusqu'à l'Investor Day du 21 mai 2026 à Auburn Hills, aux États-Unis. Ce jour-là, Antonio Filosa dévoilera le nouveau plan stratégique complet du groupe. Et c'est probablement à cette date que tout sera gravé dans le marbre. Mais en attendant, les indices s'accumulent. Les usines s'adaptent, les lignes de production changent de cap, les brevets tombent, les feuilles de route fuitent. Et tout converge vers le même scénario. Vous comprenez le paradoxe ? Un groupe qui promettait il y a 2 ans 100% d'électrique pour 2030 se prépare en 2026 à lancer un nouveau moteur diesel sur ses modèles les plus emblématiques. Pas pour finir l'année, pas pour écouler les stocks, pour inaugurer un cycle. Un cycle qui pourrait durer jusqu'à la fin de la décennie et probablement au-delà. Et si ce scénario se confirme, alors on ne parle plus d'un ajustement stratégique. On parle d'un renversement de doctrine. Le diesel ne revient pas pour dépanner Stellantis. Il revient pour structurer l'avenir du groupe. Et cette fois, ce n'est plus seulement le catalogue qui change, c'est toute la chaîne industrielle qui bascule. Parce qu'en industrie, il y a une règle que les communicants oublient trop souvent. Les discours peuvent mentir. Les usines, jamais. Et les usines de Stellantis, aujourd'hui, racontent une histoire que le service presse préférerait taire. Direction Ternoli, sur la côte adriatique italienne. Pendant des années, ce site était censé devenir l'une des 3 méga-usines de batteries du groupe en Europe, dans le cadre de la coentreprise ACC montée avec Mercedes et Total Energy. Un chantier à plusieurs milliards, un symbole de la bascule électrique. Le futur cœur battant du Stellantis électrifié. Sauf que ce futur n'aura pas lieu. Le projet de Gigafactory a été gelé, suspendu, enterré dans le silence le plus total. Et à la place, Thermoli va produire autre chose. Quelque chose qui, à lui seul, résume tout le basculement du groupe. 300 000 boîtes de vitesse hybride EDCT par an. Ces mêmes boîtes qui vont équiper le nouveau diesel 1,6 litres dont on vient de parler. Vous voyez le symbole ?
Une usine qui devait fabriquer le futur batterie est convertie en usine pour fabriquer le futur hybride. Le même bâtiment, les mêmes ouvriers, les mêmes investissements publics italiens, mais plus du tout la même vision industrielle. En langage corporate, ça s'appelle un pivot. En langage honnête, ça s'appelle un aveu. Et Thermoli n'est pas un cas isolé. En Allemagne, un autre projet de Gigafactory ACC a été mis sur pause. En Europe entière, les capacités batteries annoncées fondent à mesure que les plans réels sont revus à la baisse. Pendant ce temps, les lignes de production thermique et hybride, elles, sont confirmées, renforcées, financées. Quand une entreprise déplace ses milliards, elle dit la vérité sur ce qu'elle pense vraiment. Et les milliards de Stellantis aujourd'hui ne partent plus vers la batterie. Ils partent vers le moteur. C'est à ce moment-là qu'on comprend que Stellantis n'est pas simplement en train de corriger une erreur produit. Le groupe est en train de réécrire entièrement sa trajectoire industrielle. Et ce qu'il s'apprête à acter officiellement dans les prochains mois pourrait bien redéfinir la carte automobile européenne pour la décennie à venir. Alors reculez d'un pas avec moi. Parce que si vous regardez tout ce qu'on vient de voir, vous allez comprendre que cette histoire ne parle plus vraiment de Stellantis. Pendant 10 ans, on nous a vendu la transition énergétique comme une autoroute. Une ligne droite, dégagée, inévitable. Il suffisait de s'engager, les infrastructures allaient suivre, les prix allaient baisser, les réticences allaient s'effacer. Et en 2035, on se réveillerait tous dans un monde décarboné sans même s'en être rendu compte. Ce que les 22 milliards de Stellantis viennent de prouver, c'est que cette autoroute n'existe pas, qu'on a confondu un objectif politique avec une loi physique, qu'on a cru qu'en décrétant l'avenir, il allait obéir. Regardez la carte. Stellantis rouvre la porte au diesel. Mercedes vient d'annoncer qu'il garderait ses moteurs thermiques bien au-delà de 2030. BMW n'a jamais réellement lâché l'hybride. Volkswagen revoit ses objectifs électriques à la baisse, trimestre après trimestre. Toyota, qui avait été traité de dinosaure pour avoir refusé de basculer, se retrouve aujourd'hui à faire figure de visionnaire. Ce n'est pas un constructeur qui recule, c'est une industrie entière qui redescend sur Terre. Et ça, ce n'est pas neutre. Parce que si les plus grands groupes automobiles européens sont obligés de rebrousser chemin, alors toute l'architecture politique qui tenait la transition commence à vaciller. L'interdiction des moteurs thermiques en 2035, les zones à faibles émissions qui se durcissent ville après ville, les bonus, les malus, les taxes, les subventions. Toute cette machinerie a été calibrée pour un scénario qui ne se produira pas dans le calendrier prévu. Stellantis ne dit pas ça officiellement. Le groupe continue d'afficher ses objectifs de neutralité carbone pour 2038. Mais sur le terrain, dans les usines, dans les concessions, dans les bilans financiers, le message est clair. La transition n'est pas abandonnée. Elle est repoussée, réétalée, recalibrée. Le diesel d'aujourd'hui, l'hybride de demain et peut-être, plus tard, bien plus tard que prévu, l'électrique généralisé. Un chemin, oui, mais plus du tout une autoroute. Et si même un géant comme Stellantis est obligé de l'admettre à coups de milliards perdus, alors ceux qui continuent à nous vendre la version simple de l'histoire ont un vrai problème à régler avec le réel. Alors, que faut-il retenir de cette histoire? Que le diesel est revenu? Trop simple. Que l'électrique a échoué? Trop faux. Que Stellantis s'est réveillé? Trop gentil. La vérité est plus dérangeante que ça. La vérité, c'est que pendant 10 ans, une partie entière de la société française et européenne a été invitée à se taire. Les familles nombreuses, les gros rouleurs, les artisans, les ruraux, les flottes d'entreprises, tous ceux qui disaient « Attendez, ça ne marchera pas pour nous », on leur a répondu qu'ils freinaient le progrès, qu'ils refusaient de voir l'évidence, qu'il fallait avancer et tant pis pour eux. Aujourd'hui, Stellantis vient de leur donner raison. Pas dans un discours, pas dans une conférence, dans ses comptes. 22 milliards d'euros de pertes, des usines reconverties, un nouveau diesel en chantier, un plan stratégique entièrement réécrit. Ce n'est pas une excuse publique, c'est quelque chose de bien plus fort. C'est un aveu comptable. Le diesel n'est peut-être pas revenu pour régner, mais il est revenu assez fort pour humilier tous ceux qui le croyaient déjà enterré. Il est revenu assez fort pour faire plier le 4e constructeur mondial. Il est revenu assez fort pour qu'on comprenne qu'aucun récit officiel, aussi martelé soit-il, ne résiste indéfiniment à la réalité du terrain. Ce n'est pas le retour du passé, c'est l'aveu d'un calcul raté. Et la prochaine fois qu'on vous vendra une transition inévitable, une révolution programmée, un avenir gravé dans le marbre, souvenez-vous de cette date, février 2026.
Le jour où le géant qui devait sauver l'électrique européen a reconnu, chiffre à l'appui, qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Le réel ne se décrète pas, il se constate. Et il finit toujours par envoyer la facture.